Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Dans l'actualité de ce vendredi 23 octobre, la visite en Guadeloupe de la ministre des Outre-mer Georges Paul-Langevin. Elle est arrivée hier soir sur notre territoire. La ministre a été accueillie à l'aéroport par plusieurs élus, comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur ces images. Une visite de 2 jours où elle effectuera cet après-midi la rentrée solennelle de l'année universitaire. Demain, elle évoquera longuement les sargasses lors de son déplacement à Marie-Galante. Et ce matin, il était question de l'eau avec l'inauguration de l'usine de traitement de l'eau de Lamentin. Muriel Barlagne a d'ailleurs suivi cette visite. Un reportage que l'on verra dans quelques minutes dans ce journal. On va parler maintenant d'actualité sociale avec les suites du mouvement des salariés du groupe SGDM. Hier, les concessions de Mercedes et Audi à Jarry étaient bloquées. La raison, suite à une restructuration, un salarié a été placé à un poste inférieur dans une autre société du groupe. Aujourd'hui, les sites ont réouvert. Le syndicat va étudier la proposition des avocats du groupe SGDM de reprise du salarié à son poste de travail. Et puis, autre mouvement, celui des agents de la sécurité sociale. Ils sont mobilisés depuis maintenant une semaine. Même si les sites des Abîmes et de Pointe-à-Pitre ont réouvert, les négociations continuent avec la direction. Il y aurait eu d'ailleurs de grandes avancées selon les syndicats. Ils ont reçu 2 propositions qu'ils analysent. Une nouvelle rencontre aura lieu mardi prochain. Le débat sur l'ouverture dominicale des commerces sera peut-être relancé ce dimanche en Guadeloupe. Il sera désormais possible de faire vos courses alimentaires au carrefour de Destréland. Une annonce d'ailleurs plutôt discrète. Du côté des clients, les avis sont plutôt partagés comme l'ont constaté Anne-Elisabeth Artsen et Patrick Curie. Ces caissières de Carrefour travailleront désormais le dimanche. Du moins, celles qui seront volontaires selon l'accord conclu avec la direction de l'hypermarché. Cet accord est en conformité avec la loi Macron qui régit l'ouverture régulière des surfaces de plus de 400 mètres carrés. Jusqu'alors, les ouvertures pratiquées par l'enseigne étaient exceptionnelles et nécessitaient une autorisation municipale. Et je trouve que ça devrait être réservé aux petites structures. Voilà, les bricolages c'était déjà bien, mais là un hypermarché énorme comme ça, franchement, je trouve que c'est pas utile. Les employés de l'hypermarché qui assureront cette vacation de 4h30 bénéficieront de jours de repos dans la semaine ainsi qu'une majoration de 30% de leur rémunération. Le tout consigné dans un avenant à leur contrat de travail. Oui, alors moi je trouve que c'est une bonne idée, mais à condition que les personnes puissent choisir de venir travailler ce jour-là et qu'elles ne soient pas obligées de le faire quand elles ont des contraintes de famille. Voilà, il faut que ça soit positif pour tout le monde. L'information a peu transpiré dans les médias. C'est sur sa page Facebook que Carrefour a annoncé cette nouvelle ouverture régulière. C'est un avantage pour certains, mais c'est un désavantage pour les gens qui travaillent. On sait que le dimanche, c'est le dimanche dominical, c'est fait pour aller à l'église, pour aller se reposer, pour s'occuper des enfants et de tout. La seule chose que le dimanche, c'est la population qui voit. Je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas ça juste. Voilà. En plus, ce n'est pas le dimanche où il y aura, à mon avis, le plus de monde. Il y a des jours où ça ira, mais il y a des jours où ça n'ira pas. Donc, moi, je pense aux parents qui travaillent à Destréland, même si c'est sur la base du volontariat, mais quand même. En 2014, une ouverture dominicale exceptionnelle avait fait l'objet d'un blocage des caisses par le syndicat UTC-UGTG, mais cette fois, Carrefour ouvre l'air à une ouverture constante et autorisée par la loi. Information pratique à présent, je vous propose de faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Depuis ce matin 7h, les habitants de Daubin-Petitbourg peuvent avoir des manques d'eau en raison d'une rupture de canalisation. Le retour à la normale est prévu aujourd'hui en début d'après-midi. Je vous propose maintenant de passer à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe avec notamment Cuba. On apprend que Cuba, en effet, n'enverra pas de troupes en Syrie. Voici la Minute Caraïbe par Jean-Luc Icard. Le ministre cubain des Affaires étrangères nie catégoriquement avoir déployé des troupes en Syrie en soutien à Bachar al-Assad. Le ministre n'a pas nié son alliance avec le président syrien, qui avait d'ailleurs visité Cuba en 2010. C'est la chaîne de télévision américaine Fox,
considérée comme ultra-conservatrice, qui a fait état de plusieurs rapports révélant l'existence de stratégies élaborées par l'armée cubaine avec les généraux syriens, russes et iraniens. En réaction, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui aux États-Unis pour ne pas lever l'embargo contre Cuba. Au Guyana, le gouvernement a décidé d'interdire toute importation ou utilisation de mousse de polystyrène utilisée dans l'industrie des services alimentaires, et ce, dès janvier 2016. Dans son objectif de promouvoir une économie verte, le ministère guyanien des Ressources naturelles et de l'Environnement a commencé à appliquer une série de mesures pour remédier à la gestion des déchets et promouvoir l'utilisation de matériaux biodégradables. En plus de l'interdiction de l'importation et l'utilisation de ces produits, le gouvernement met en place un programme de sensibilisation du public sur les conséquences de son utilisation et les avantages de solutions alternatives plus propres pour l'environnement. Le Guyana deviendra en 2016 l'un des rares pays du monde à interdire la mousse de polystyrène. Environnement toujours, à Sainte-Lucie, l'approvisionnement en eau pour les habitants du village du sud-est de Mikou a été rétabli hier, 3 jours après que des poissons morts ont été découverts dans la source de la rivière captée. Wasco, l'office de l'eau du pays, déclare avoir engagé tous les nettoyages et tests nécessaires pour le retour à la salubrité de l'eau. Néanmoins, une enquête est ouverte pour déterminer les raisons de cet incident et ses auteurs. Le gouvernement saint-lucien rappelle que l'utilisation de substances toxiques pour pêcher les poissons et écrevisses est une pratique très dangereuse qui compromet la fourniture de l'eau et la vie des personnes qui les consomment. On reste dans la Caraïbe avec le premier tour de l'élection présidentielle qui se déroulera dans 2 jours en Haïti. Le président sortant Michel Martelly a fait hier, comme à son habitude, des déclarations plutôt détonnantes. Il a confirmé qu'il quittera le pouvoir le 7 février 2016, conformément à la loi, et il a annoncé que dès le lendemain, il sera sur un char carnavalesque reprenant son métier de chanteur. On rappelle que Michel Martelly fait activement campagne pour le candidat de son parti, Moïse Jovenel, dont il prédit la victoire. Je vous le disais en début de ce journal, la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, est actuellement en Guadeloupe pour une visite de 2 jours. Ce matin, il était question justement de l'eau avec l'inauguration de l'usine de traitement de l'eau de Lamentin. Muriel Barlagne a suivi cette visite. Parmi les opérations prioritaires inscrites au plan de secours en eau potable, il y avait la modernisation et l'extension de l'usine de traitement d'eau potable de Prise d'eau. C'est chose faite. Les travaux financés entièrement par l'Office de l'eau à hauteur de 1 100 000 € sont terminés, une avancée dans le projet de résolution du problème de l'eau en Guadeloupe, même s'il reste encore beaucoup à faire, comme l'a rappelé la ministre des Outre-mer Georges Paul-Angevin, présente à l'inauguration de l'usine ce matin. Donc il faut que la population sache qu'elle aura encore, durant quelques temps, des difficultés parce qu'en mettant une pression supérieure sur de vieilles canalisations non entretenues, ça peut encore faire des problèmes, mais ça signifie en tout cas que nous sommes sur la bonne voie. Et enfin, je dis que l'État est prêt à amener son concours financier. Il l'a déjà fait sur des niveaux qui sont quand même importants. L'Office de l'eau intervient aussi et par conséquent, j'espère que tous ensemble et avec une entente entre les élus, nous parviendrons à rétablir un service public qui est quand même essentiel pour les populations, qui est le service public de l'eau. Je crois qu'au XXIe siècle, la situation que vivent les Guadeloupéens depuis plusieurs années est quelque chose à quoi vraiment il faut mettre un terme. L'an prochain, nous travaillons déjà sur le plan de secours numéro 2 que nous allons voter certainement au moment où je voterai mon budget. Donc tout est fait pour que nous puissions, dans les années qui viennent, régler ce problème définitivement. Nous avons, avec le président Lurel, posé la première pierre du barrage de Moreau. J'ai aussi parlé à la ministre du barrage de Germillac que j'aurai, qui est en que nous étudions la faisabilité. Si nous arrivons en 2021 à disposer aussi de ce barrage de Germillac, nous aurons réglé le problème de la production d'eau. Le problème du stockage de l'eau, après, restera le problème de la rénovation et du remplacement des réseaux. Jusqu'à maintenant, 2 tiers de l'eau utilisée pour fournir la population lamontinoise venait de l'usine de Vernoux.
La commune du Lamentin est désormais autonome en matière de production et de distribution d'eau potable. Donc on a passé l'usine de 100 à 300 mètres cubes par heure. Donc aujourd'hui on produit environ 6000 mètres cubes par jour qui correspondent aux besoins de l'ensemble de la commune du Lamentin. Donc ce sont des travaux qui ont démarré fin 2014 et qui ont duré environ 10 mois et qui ont permis depuis quelques jours en fait, de basculer cette nouvelle usine, de couvrir l'ensemble des besoins de la commune du Lamentin et d'arrêter les importations d'eau qui provenaient de l'usine de Vernon. Le plan de secours en eau potable compte 12 mesures de ce type. L'État y a déjà apporté sa contribution à hauteur de 5 500 000 €, soit 40% des travaux réalisés. Et je vous rappelle que donc cet après-midi, la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, effectuera la rentrée solennelle de l'université à Fouillol. Parlons à présent d'un phénomène, le crowdfunding. Il rencontre de plus en plus de succès en Guadeloupe. Le principe, faire financer votre projet par de généreux donateurs via une plateforme internet. Dans notre département, 2 entrepreneurs ont fait appel au financement participatif pour pouvoir participer à la foire internationale à la Havane. Et Richard Scott-Tamar les a rencontrés, son reportage. 2 jeunes entrepreneurs guadeloupéennes, Karine Duménil de French Caribbean Taxi et Vanessa Ronel de Like a Boss, ont décidé de passer par le crowdfunding, en français, le financement participatif, afin de se rendre à la foire internationale de la Havane. On a essayé les parcours classiques, de financement classique, savoir qu'est-ce qui existait, etc., pour aider les entreprises à s'exporter, à faire des missions de prospection. On n'a pas trouvé de solution concrète. Donc on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding et de faire en fait appel à tous les Guadeloupéens pour faire un don, pour financer du coup cette mission de prospection. Cette collecte, en fait, ça serait pour un montant de 5 000 € qui couvre vraiment les fluctuations des billets d'avion, l'hébergement, moyens de locomotion et surtout l'accès au salon en tant qu'exposant. Okay, le crowdfunding, c'est le principe qui met en relation des entrepreneurs, des créatifs et tous les porteurs de projets en mal de trésorerie avec des investisseurs et des donateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. C'est vraiment un financement alternatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises pour la plupart sont en proie à des difficultés de trésorerie ou de fonds propres pour de la création d'entreprises et les fonds propres c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire un prêt bancaire. Donc du coup, le crowdfunding, c'est la possibilité de pouvoir faire appel au public guadeloupéen, mais également à ses proches, à son réseau, justement, pour soutenir une action, soutenir un projet entrepreneurial. Donc ça a toute sa légitimité, surtout qu'on est vraiment dans une économie où on est vraiment dans la proximité. Donc c'est vraiment une vraie opportunité. Il y a des femmes, déjà chefs d'entreprise, qui ont testé ces solutions de crowdfunding et qui se sont avérées efficaces. Karine Doménil, fondatrice d'une entreprise de mise en relation client taxi, tente de développer son entreprise. Elle se heurte à l'incompréhension des banques. Ça nous a pris 1 an et demi pour trouver les financements, parce que le digital et le numérique, c'est pas toujours simple pour les banques de suivre, parce que pour eux c'est de l'immatériel. Les banques prêtent beaucoup sur du matériel, et c'est la grande difficulté qu'on a actuellement c'est le financement. Une start-up, c'est difficile pour les start-up plus que pour les entreprises du secteur traditionnel. Le risque d'échec est plus grand et c'est pour ça qu'on a besoin de financement permanent. En Guadeloupe, le financement participatif se développe, mais la route est encore longue avant que le crowdfunding soit perçu par les professionnels comme une solution sûre et porteuse de débouchés pour les entrepreneurs. Et en Guadeloupe, justement, il y a quelques mois, une plateforme de financement participatif a été lancée. Cela s'appelle Fidelios. Son PDG, Daniel Lantin, était hier soir sur le plateau d'Alizé et nous parlait des 3 formules existantes dans le financement participatif. On l'écoute. Il faut d'abord savoir qu'il y a 3 modalités. Il y a le don, le prêt et le financement en action. Donc le don, c'est ce qu'on a vu avec Vanessa tout à l'heure, c'est vous avez envie de faire quelque chose, de mobiliser un projet, donc vous sollicitez des personnes qui vont vous donner de l'argent et c'est sans retour, donc c'est un don. On peut faire aussi un don avec contrepartie. Des artistes comme Stevie Mailly, par exemple, ont financé des CD comme ça, et la contrepartie, c'est une place de concert, un autographe, suivant le niveau de votre participation. Donc My Major Company a financé Irma, donc il y a des projets culturels, ça marche beaucoup. Ou bien sous forme de prêt. À ce moment-là, vous avez donc de l'argent qui est prêté à l'entreprise, mais il y a un rendu suivant un échéancier.
En Guadeloupe, il y a une entreprise qui s'appelle Nicodic à Sainte-Rose qui a bénéficié de ce type de prêt, 3 000 € qui va être remboursé sur certaines durées. Donc ça fonctionne. Et nous, notre plateforme Fidelios, c'est le financement en action. Réservé aux sociétés et non aux associations. Là, effectivement, c'est un autre niveau de financement participatif, c'est financement en action, c'est-à-dire que la société, c'est une société par action. On va parler de sport maintenant, et notamment de sport mécanique, puisque 23 pilotes vont faire crisser leurs pneus ce week-end pour le rallye régional Carouquera 2015. C'est l'avant-dernière manche du championnat automobile. Alors quels sont les engagés, mais surtout les favoris? Notre pilote de la rédaction, Eric Pommier, nous donne un avant-goût de cette course. Sur les 23 engagés confirmés pour le rallye Carouquera 2015, des 23 et 24 octobre prochains, ne figure pas étrangement le nom de Franz Pradel, pourtant récent vainqueur de la course de Côte de Dolé et des Mamelles il y a 15 jours. Mais rappelez-vous, le pilote du Guad Racing Team nous avait avoué lors d'une interview exclusive l'envie de quelques piges et guère plus. La porte est donc grande ouverte pour un podium peut-être inédit. 3 pilotes restent tout de même sur la liste des favoris. Edmond Bicky, habitué des grands rendez-vous, vainqueur au grand fond, mais privé de victoire depuis. Carouquera est donc l'avant-dernièrement du championnat à gagner pour rester dans la course au titre. Stéphane Nègre sur sa Mitsubishi du groupe N est l'adversaire le plus dangereux pour contrer l'Armada Kit Karo S2000. Philippe Ninou devra rester ainsi concentré sur un objectif de victoire. Ce serait la première de sa carrière. Au rallye Carouquera, Philippe Ninou devra faire chanter la cavalerie de sa Peugeot des usines Chazelle, une auto qui aurait dû atomiser la concurrence aux Mamelles. Le pilote prétexte un déséquilibre du châssis. Alors question, qui verra-t-on animer concrètement la course? La petite C2 Max du pilote martiniquais pourra-t-elle bousculer le musclé plateau de Guadeloupe? Steven Horosman a prouvé son potentiel en battant plus fort que lui au récent rallye de Martinique. Jean-Pierre Villemain, mieux loti mécaniquement avec sa Clio du groupe F2000, est averti. Les chevaux ne font pas forcément le pilote. 2 jours de course sont au programme, soit plus de 40 km à parcourir sur 2 étapes. Le circuit de Jarry en épilogue est à nouveau à l'affiche pour davantage faire monter l'adrénaline. Suspense donc jusqu'au dernier kilomètre pour un vainqueur qui prendra une sérieuse option pour l'étape finale qu'est le Sud-Basse-Terre les 22 et 23 novembre prochains. Rallye national de coefficient 3, le rallye connu pour ses rebondissements. Edmond Bicky sera à domicile. Le rallye Carouquera 2015 qui se déroulera les 24 et 25 octobre. Avant de se quitter, voici un aperçu de vos conditions météo pour cet après-midi. Le ciel aura tendance à se couvrir avec quelques brèves averses attendues aux 4 coins du territoire. Les températures, elles seront comprises entre 29 et 32 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Petits secrets entre voisins. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.